Bienvenue à cette troisième journée du pôle foncier ici à Montpellier. Je vais commencer par me présenter, parce que même si je suis CIRAD, je n'ai jamais été basé à Montpellier et peut-être que certains d'entre vous ne me connaissent pas. Donc, je suis Ward Anseo, je travaille pour le CIRAD, Unité Ardev. Je suis économiste du développement et j'ai longtemps été basé en Afrique du Sud, à l'Université de Pretoria, où j'ai été affecté pendant 10 ans. Depuis 1 an, je suis basé à Rome, accueilli par l'ILC, International Land Coalition, la coalition, en français, la Coalition internationale pour l'accès à la terre, qui est accueillie elle-même au FIDA. J'y gère un programme de gestion de la recherche, gestion des connaissances, innovation et données. Donc l'idée, l'ILC est une coalition de membres, de membres de la société civile et des membres des organismes internationaux. Ils ne représentent pas le secteur privé ni les gouvernements. Et l'idée de l'ILC était d'attirer quelqu'un de l'académique, de la recherche, afin de développer leurs activités autour de gestion des connaissances, innovation et données, afin de mieux développer leurs activités de plaidoyer auprès des gouvernements et du secteur privé. Donc, je viens ici avec une double casquette de chercheur, mais surtout de gestionnaire des connaissances, gestionnaire de la recherche, afin de développer le plaidoyer des membres de l'ILC. Voilà. Je vais vous présenter quelque chose de nouveau pour moi, et c'est la construction d'indicateurs de gouvernance foncière. Si vous êtes intéressé par le foncier, vous avez vu apparaître ces dernières années, depuis 5 ans, pas mal de nouveaux cadres de gouvernance foncière, dans le cadre des ODD par exemple, dans le cadre de ce qu'on appelle les VGGTs, les principes volontaires, mais également dans plein d'autres cadres globaux des Nations Unies, où le foncier ressurgit comme une pierre primordiale de ces cadres de gouvernance. Je ne suis pas un spécialiste de la mesure du foncier, ni et surtout pas de la mesure du développement, mais je vais vous présenter aujourd'hui mes engagements directs, ma participation à la définition de ces indicateurs, de ces plateformes globales. Et donc, c'est ces activités-là que je vais vous présenter. Et je vais finir sur quels enjeux scientifiques, techniques et politiques j'en tire. Donc, ça ne sera pas un papier scientifique ou théorique, plutôt mes expériences et comment ces cadres et ces indicateurs se développent et qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nos métiers en ce qui concerne scientifique, technique et politique. Je vais baser ma présentation plutôt sur les ODD, les objectifs de développement durable, parce que depuis 1 an, vous allez le voir dans ma présentation, je suis au nom de l'ILC engagé dans le développement des indicateurs du foncier. Ces indicateurs sont nouveaux, ils n'y étaient pas auparavant, donc c'est tout un exercice, donc politique, technique et scientifique qu'on engage afin de s'assurer que les indicateurs du foncier apparaissent aujourd'hui dans les cadres globaux, ce qui pour nous est une priorité vu l'importance du foncier dans la gouvernance et l'importance transversale du foncier dans tous les ODD. Donc ma présentation se basera sur 2 volets. Un premier volet sur les ODD et le foncier. Donc, je vais vous présenter ce que sont les ODD rapidement, mais surtout l'importance du foncier et comment on développe ces indicateurs liés au foncier. Et puis, deuxièmement, je vais revenir aux 3 questions, donc les 3 enjeux scientifiques, techniques et politiques autour de ce développement des indicateurs du foncier.
Donc, commençons par les ODD et le foncier. Vous avez sans doute vu déjà cette plaquette des Nations Unies avec les objectifs de développement durable. C'est un ensemble d'objectifs de développement durable, et là je les cite, pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous, qui est développé dans un nouvel agenda de développement durable, qui est l'agenda 2030. Donc l'idée est de développer ces objectifs auxquels sont rattachés des cibles qui, sur un agenda de 15 ans, vont être atteints. Ils ont été actés le 1er septembre 2016 par l'ECOSOC. Je vais y revenir. La Commission économique et sociale des Nations Unies, le 1er janvier 2016, pardon, et on nous donne 15 ans pour, développer ces indicateurs, 2, les mettre en œuvre, et 3, évidemment, atteindre les cibles qu'on met en avant. Comme vous voyez, les cibles ne sont pas minimalistes, c'est finir la pauvreté, finir la faim, etc., etc. Donc ce sont des énormes engagements qu'on prend. Ces objectifs sont donc l'agenda, sont la vision, et les cibles derrière, c'est le programme politique qu'on va essayer de suivre. Par rapport à ce qui existait auparavant, les objectifs du millénaire pour le développement, les OMD, on voit ici un éclatement de nombre d'objectifs. Les OMD en avaient 8, les ODD en ont 17. Cela est critiqué. Pour nous, surtout à l'ILC, mais également nos membres, ça représente un avantage afin de mieux représenter les difficultés, les situations réelles au niveau local et d'intégrer des indicateurs ou des objectifs, en tout cas, multidimensionnels qu'avaient engagé déjà les OMD, mais qui sont très présents ici, comme par exemple les inégalités ou la pauvreté. Donc des objectifs beaucoup plus larges qui sont multidimensionnels et qui permettent pour nous mieux couvrir la complexité, les diverses situations que représente le développement sur le terrain. Donc pour nous, c'est un avantage afin de mieux couvrir, surtout dans le foncier, les conditions, ou pas les conditions, mais les éléments que caractérisent le foncier, souvent foncier non reconnu, ou des droits superposés, ou des populations marginalisées, en tout cas dans les statistiques et dans la mesure, que sont les femmes ou les épouses, les personnes âgées et les gens vivant ou partageant des droits sur des terres collectives ou communautaires, et qui sont parfois difficilement visibles, et qui, à travers ces nouveaux objectifs de développement durable, en tout cas en théorie, ce que vous allez voir, nous permet de mieux les appréhender. Quelques différences encore qui sont intéressantes à mentionner ici, c'est que les ODD se basent sur les 3 piliers. Premier pilier économique. Donc ça, c'est quand même un grand changement par rapport aux années 80-90 où on mesurait tout par le PIB ou par la production pendant les programmes d'ajustement structurel. Aujourd'hui, on y intègre également le social et l'environnement. Autre chose, les ODD concernent le nord comme le sud. Les objectifs de développement, les OMD ne concernaient que les pays du sud. C'est un grand changement. Aujourd'hui, ça concerne la mesure de tous ces objectifs au nord comme au sud. Donc également la France ou l'Union européenne, etc., sont concernés. Troisièmement,
ce sont les gouvernements eux-mêmes qui vont mesurer les ODD. Auparavant, c'était le système des Nations Unies. Maintenant, ce sont les gouvernements eux-mêmes. Donc, il y a une transposition des responsabilités de la mesure afin de mieux créer l'engagement et la propriété de la création des données et la propriété du développement au sein de ces pays. Et dernièrement, les ODD sont volontaires. Donc, tous les pays ne doivent pas suivre les 17 objectifs ou tous les indicateurs, tous les cibles des 17 objectifs. Ils ont le droit de sélectionner les objectifs qu'ils veulent afin d'engager dans cet exercice de mesure. Ce caractère volontaire va poser des questions, vous allez le voir, sur les enjeux, en ce qui concerne les enjeux politiques des ODD. J'y reviendrai. Quand on parle d'objectifs et de cibles, bien évidemment, on parle de suivi, on parle de mesure, on parle de monitoring. Et c'est une des activités principales de cet exercice, c'est le suivi et la mesure de ces ODD. Il y a 17 objectifs. Il y a 169 cibles au sein de ces 17 objectifs. Il y a 230 indicateurs. Et je pense, je ne les ai pas tous comptés, mais je sais qu'il y a environ 5 à 10, ce qu'on appelle les proxys, les variables par indicateur. Donc il y a environ 1000-1500 variables à suivre dans le cadre de ces ODD. C'est un travail énorme. Ces indicateurs ont été adoptés, les cibles et les indicateurs ont été adoptés le 6 juin 2017, donc il y a 3 mois, à New York, pendant la dernière réunion de l'ECOSOC, le Conseil économique et social des Nations Unies. Donc c'est tout récent, même si, je vais vous montrer un calendrier, les objectifs existent depuis 1 an et demi. Donc, on n'en est pas encore arrivé aux indicateurs, mais le temps tourne. Donc, les objectifs sont placés dans le cadre de l'agenda 2030 et on n'a même pas encore les indicateurs et voilà. Donc, la question aujourd'hui se pose comment et quel indicateur mettre en œuvre. Et c'est tout le travail qu'on fait aujourd'hui dans lequel je suis engagé. Cette définition des indicateurs et de leur méthodologie et comment les mettre en œuvre, les stratégies de mise en œuvre, se négocient, se discutent au sein de ce qu'on appelle les EGM, les Expert Group Meetings, des réunions d'experts, qui sont organisées par tutelle. Et pour les objectifs fonciers, il y a 4 tutelles. Je vais y revenir. Il y a la Banque mondiale, la FAO, le UN Habitat et UN Women. Ces tutelles organisent ces EGM et définissent à travers ces consultations les indicateurs et les proxys, les variables à mesurer. Ces documents de préparation sont alors proposés à une autre institution qui est l'IAEG-SDG, Interagency and Expert Group, des ODD, qui est une association principalement des offices nationaux de statistiques des pays et qui siège au sein de ces institutions qui se tiennent 2 fois par an, une fois pour des consultations et l'information et une fois pour la définition et la réclassification des ODD, des indicateurs. Donc c'est eux qui vont dire cet indicateur-là est suffisamment solide, bien défini, etc. et va pouvoir s'intégrer dans l'ensemble des indicateurs pour les ODD qui potentiellement pourraient être suivis et mesurés par les pays. En ce qui concerne cette reclassification, juste une note. Donc, au sein de l'IAEG, ce sont les offices nationaux des statistiques et les agences pour le foncier, les agences du foncier qui siègent. Donc, c'est eux qui ont le dernier mot à dire sur quel type d'indicateur va passer et va
potentiellement être mises en œuvre. Donc ils ont un énorme pouvoir, ces techniciens ont un énorme pouvoir sur non seulement la définition et la structuration des indicateurs, mais également sur quel indicateur finalement va passer et ne va pas passer. Donc c'est un énorme pouvoir politique qu'on leur donne. Ce système marche en 3 tiers, ce qu'on appelle les tiers, tiers 3, tiers 2 et tiers 1. Tiers 3 sont les indicateurs qui n'ont pas de méthodologie, qui ne sont donc pas définis et qui n'ont pas de données. C'est souvent les nouveaux indicateurs qui ont été définis dans le nouveau cadre des ODD. Vous allez voir, il y a certains indicateurs qui sont déjà tiers 2 ou tiers 1, et c'est souvent des indicateurs qui existaient déjà dans le cadre de objectifs du millénaire. Donc là, on n'a rien, on travaille encore sur quelle définition, quel indicateur, comment mesurer, quel type de données, à quel niveau, voilà. Tout ça est en discussion. Pour devenir tiers 2, il faut que la définition de l'indicateur et la méthodologie pour mesurer l'indicateur soient définies et soient solides. C'est ce dossier-là qui est préparé et qui est présenté à l'IAEG, que eux vont après évaluer sur la qualité et la faisabilité, et sans doute sur d'autres critères, mais qu'on ne connaît pas, parce que l'IAEG est une boîte assez sombre, assez noire, et donc on n'a pas trop de regard sur cela. Donc ce dossier est alors présenté à l'IAEG. Si l'indicateur passe en tiers 2, les préparations se font pour évidemment passer en tiers 1. Les seuls indicateurs retenus pour les ODD sont les tiers 1. Donc ce n'est pas parce qu'un indicateur passe en tiers 2 qu'il est retenu encore. Pour devenir tiers 1, il faut que la définition, la méthodologie soit testée dans 50% des pays, donc 120 pays. Ça veut dire que pour ces indicateurs, il faut accéder à des données solides dans 50% des pays. Une fois que cela est atteint et qu'on a corrigé sans doute et ajusté la méthodologie afin que c'est devenu un indicateur avec des proxys solides, cela passe en tiers 1 et est potentiellement fait partie du groupe des indicateurs qui potentiellement pourront être mis en œuvre par les pays dans le cadre de la mesure des ODD, donc dans le cadre de cet exercice. En ce qui concerne le foncier, parce que là je vous ai donné le cadre général des ODD. En ce qui concerne le foncier, il y a 3 indicateurs qui concernent le foncier. Il n'y a pas d'objectif sur le foncier. Par contre, il y a 3 indicateurs qui concernent directement le foncier. Je vous ai listé ces indicateurs parce que je pense que c'est important que vous voyez la complexité et tout de suite vous voyez les enjeux politiques et techniques qui sont derrière. Ces 3 indicateurs sont l'indicateur 1K2, 5A1 et 5A2. Le premier, 1K2, fait partie de l'objectif pauvreté. Et je vais vous le lire. C'est la proportion de la population adulte totale qui dispose de la sécurité des droits fonciers et de documents légalement authentifiés et qui considère que ces droits sur la terre sont sûrs par sexe et par type d'occupation. Et là, on parle de type d'occupation foncière. Donc là, vous voyez déjà, c'est très compliqué. D'un côté, on parle de documents légalement authentifiés. Donc là, c'est des droits reconnus qui peuvent être titrés, mais également reconnus simplement. Et après, on parle aussi de droits
des personnes qui considèrent que ces droits de la terre sont sûrs. Donc là, on regroupe également des terres qui pourraient être non certifiées, même non reconnues par les gouvernements. Et après, la complexité, là, c'est par sexe et par type d'occupation. Donc, toute tenure foncière pourrait ou devrait potentiellement être intégrée dans la mesure de cet indicateur. Donc là, on est vraiment sur la mesure du foncier et de la tenure foncière. Le 5A1 fait partie de l'objectif genre, et le 5A2 également, c'est l'objectif genre. Mais le 5A1 est la mesure du genre en ce qui concerne le foncier. Je vous le lis. Proportion de la population agricole, donc là on est sur les terres agricoles, totale, ayant des droits de propriété ou des droits garantis sur des terres agricoles par sexe. Et puis, point B, proportion des femmes parmi les titulaires des droits de propriété ou des droits garantis sur des terres agricoles par type de droit. Donc là, à nouveau, l'A et B sont assez différents. Bien évidemment, il y a le par sexe dans les deux, ou dans le deuxième, c'est proportion des femmes. Mais dans le premier, on ne parle que de droits de propriété ou de droits garantis sur des terres agricoles. Et dans le deuxième, parmi les titulaires de droits de propriété ou des droits garantis. Donc ça peut être non titré, mais reconnu, etc. On est dans un ensemble assez large. Le 5A2 est un indicateur légal. Donc là, on mesure la proportion des pays dotés d'un cadre juridique, y compris le droit coutumier, garantissant aux femmes les mêmes droits que les hommes en matière d'accès à la propriété ou au contrôle des terres. Donc les deux premiers mesurent le foncier et le deuxième mesure le cadre juridique. Donc c'est un indicateur totalement différent. Moi, je siège dans le 1.4.2 et dans le 5A2. Et on voit que les experts qui siègent dans ces deux sont totalement différents. Dans le premier, ce sont des statisticiens et des économistes. Dans le deuxième, ce sont des juridiques, des avocats du droit. Dans le 5A1, on ne sait pas trop. C'est ça aussi l'enjeu de un des enjeux de ces indicateurs. Les tutelles organisent eux-mêmes comment sont définis ces indicateurs. Dans le 5A2, ils ont développé un processus très participatif. Ils ont invité des juristes des pays, ils ont invité les offices des statistiques au niveau national. C'était très participatif et très transparent. 5A1, ils ont embauché un consultant ou une boîte de consultants qui a développé l'indicateur. Heureusement, on a vu le résultat de l'indicateur et vous allez voir, c'est le seul qui est passé au tier 2, les autres restent en tier 3. C'est le seul indicateur qui est passé et les indicateurs qu'ils ont proposés sont assez progressistes. Donc on était assez content avec les résultats, mais ça aurait pu être le contraire parce que c'était une boîte de consulting sur elle-même qui avait développé l'indicateur. Dans le 1.4.2, dans lequel je suis le plus engagé, c'était totalement différent. Là, c'est la Banque mondiale et UN Habitat, avec la Banque mondiale qui s'est accaparé l'indicateur et qui a voulu développer je parle de Banque mondiale, mais ce n'est pas la Banque mondiale, c'est certaines personnes au sein de la Banque mondiale. Il faut faire attention, c'est des jeux d'institutions, mais également de personnes au sein de ces institutions qui se sont accaparés l'indicateur et qui ont voulu développer leur propre programme à travers le développement des ODD et de ces indicateurs et la mise en place des ODD. Avec l'action de certains bailleurs, y compris la France, et Mathieu Bosch, qui sera ici cet après-midi avec nous, faisait partie de ce groupe, mais également l'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas, l'Angleterre et le Canada, qui ont fait forcing sur la Banque mondiale.
ils ont dû ouvrir les forats de négociation des développements des ODD. Et on a créé une autre plateforme à côté des plateformes que je vous ai déjà citées, qui est on appelle the Friends of the Custodians, les copains des custodians. Donc les custodians en français, je les avais... Les tutelles, pardon. Les tutelles. Donc une autre plateforme qui joue l'intermédiaire entre l'IAE, G et les ODD et les tutelles, en tout cas en essayant de rendre le processus plus transparent, plus participatif et plus inclusif. Et cette plateforme de copains, les Friends, regroupait 3 bailleurs, Angleterre, Allemagne et Canada, et 3 institutions de la société civile ou représentant le sens large plus la société civile, l'ILC, MCC, Millennium Challenge Corporation, non, pardon, c'était Bayer, Omidyar Foundation, c'est une fondation, et Landesa, une ONG qui travaille sur le foncier et qui est très présent sur les indicateurs. Et donc cela a permis, on est invité à chaque réunion, et ça a permis à ce groupe de d'abord suivre ce que les custodians font, mais également de transmettre les informations à un public beaucoup plus large et essayer de faire participer le public à la définition des indicateurs qui leur concernent bien évidemment directement. Donc là, à nouveau, c'est l'enjeu politique, c'est des enjeux politiques déjà qui commencent au niveau de l'élaboration des indicateurs et qui va bien évidemment avoir des conséquences sur leur mise en œuvre. Mais le foncier est plus présent que ça. Il n'y a pas que ces 3 indicateurs où le foncier est directement visé. Le foncier est également présent dans 3 autres objectifs. C'est l'objectif 2, Zero Hunger, plus de faim. L'objectif 11, ville et communauté durable. Et 15, la vie sur la Terre. J'ignore les titres en français. J'aurais dû mettre la figure en français, mais Life on Land, mais qui est plutôt des sciences techniques sur tout ce qui est sol, etc. Mais si on pousse cela encore plus loin, le foncier a un impact sur 10 objectifs. Donc, est mesuré dans 2 objectifs, est présent dans 5 objectifs, mais sans indicateur précis suivant le foncier, mais y est quand même, et a un impact sur environ 10 des objectifs des ODD. Et c'est le premier contour, le premier cercle qu'on a mis autour de Land Rights. Donc le foncier est primordial dans les ODD. Dans le dernier, ça veut dire que si on ne résout pas le problème du foncier, ce sont 10 objectifs qui vont subir. Donc, il est primordial de se focaliser sur le foncier, et c'est pour ça qu'au sein de l'ILC, et le directeur de l'ILC est présent ici aujourd'hui, évidemment le foncier est très présent, mais le lien aux ODD, le lien avec ces cadres globaux devient primordial dans notre travail à l'ILC. Et c'est un investissement qu'on fait, et c'est mon travail à l'ILC, un investissement important qu'on fait, c'est d'investir ces cadres globaux afin de mieux définir le cadre, mais également les éléments du cadre, donc ces indicateurs. Comme je vous l'ai dit, pour les ODD du foncier, c'est un peu dramatique pour l'instant, parce que seul l'indicateur 5A1 est devenu est tier 2. Tous les autres indicateurs directement liés au foncier, donc 1K2 est tier 3 et 5A2 est tier 3. Aucun est tier 1.
Ceux qui sont tier 1, ce sont des indicateurs indirects, donc sur les villes et sur le sol, qui ne concernent les villes peut-être, mais ce n'est pas un indicateur de gouvernance qui est retenu, et donc qui ne concerne pas tout ce qui est politique, sociale, gouvernance du foncier. Donc on est dans une situation ici, que, si on n'arrive pas à faire reclasser les indicateurs du foncier, que le foncier va disparaître de la mesure des ODD. Et c'est aussi pour ça que l'ILC a fait un gros effort, et beaucoup d'autres institutions comme les Landesa, Oxfam, etc., on en fait une priorité ces dernières semaines et ces derniers mois, en négociant avec la Banque mondiale qui s'était accaparé cet indicateur pour ouvrir et pour en faire un indicateur solide avec la société civile derrière pour pouvoir mettre pression sur les offices nationaux des statistiques qui vont finalement retenir ou pas l'indicateur dans la définition, mais qui après vont retenir l'indicateur dans la mesure des ODD qui sont volontaires à la maison, en national. Voilà. Et donc, un gros travail de notre part, et qui nous a demandé un gros investissement, parce que ce n'est pas facile, ce sont des indicateurs légaux, des indicateurs très techniques. C'est négocier avec des gens des statistiques nationales, voilà. On en est là. Je ne sais pas si c'est vraiment visible, mais donc le tout a été lancé ou acté le 1er janvier 2016. Et bien évidemment, il y avait des réunions avant pour définir les cadres globaux des objectifs, définis en 1er janvier 2016. Il y a eu des réunions déjà auparavant d'experts pour définir les indicateurs, mais c'est seulement les cibles, pardon, mais c'est seulement à partir d'avril cette année que les vraies négociations autour des indicateurs ont eu lieu à travers ces EGM. Avec début juillet, le cadre des ODD, les indicateurs qui ont été actés par la HLPF, High Level Panel Political Forum à New York, et la préparation du dossier de définition des ODD qui a été déposé le 2 octobre dernier. Donc ce dossier soumis à l'IAEG. Donc c'est très récent, c'est énorme pression. C'était des dossiers qui passaient en continu, que la Banque mondiale et UN Habitat pour l'INCAT2 géraient, les autres par la FAO géraient, et où nous, les Friends des Custodians, ont essayé d'ouvrir, d'engager la communauté la plus large possible sur les nuits, sur les quelques jours qu'on nous donnait pour définir ces indicateurs. Donc ça montre aussi les limites de ce type de processus. Tout doit aller très vite. On essaye d'ouvrir parce que la pression sociale est importante pour retenir ces indicateurs. Et donc, bien évidemment, tout ça, ça met des pressions sur la qualité de la définition de l'indicateur, sur ce qui est possible, sur ce qui n'est pas possible, parce qu'il y a un agenda et parce que la montre avance. Et voilà. On en est à ce niveau-là, on attend. Donc l'IAEG siège le 15 novembre au Bahreïn, ce qui est très étonnant parce qu'on a eu du mal avec l'indicateur 5A1 et 5A2 qui est sur le genre et le foncier. Les pays arabes ne voulaient pas retenir ces indicateurs. Et donc l'IAEG sur 5A1 et 5A2 se passe au Bahreïn. Mais voilà, je vous ai dit que c'était une boîte noire, plus ou moins noire. On a été invité, l'ILC, pour avoir un représentant. Donc on a pu s'enregistrer à l'événement, mais on ne sait pas à quoi s'attendre. Voilà. Vous avez compris, ça me mène aux enjeux politiques, techniques et scientifiques de définition des indicateurs. J'ai eu quelques difficultés, vous allez le comprendre, à distinguer le politique, le technique et le scientifique parce qu'ils sont très, très imbriqués dans le processus. Mais j'ai fait de mon mieux et donc vous allez voir, ça se recoupe. Mais voilà. J'ai pas toutes les réponses. Hein. Je mets ces enjeux dans cette présentation. C'est également pour ouvrir la réflexion sur indicateurs, sur mesure du foncier et pourquoi pas sur mesure du développement. Ce sont des questions qui nous sont posées de plus en plus
au centre de recherche. Je sais que Pascal Bonnet, ici présent, c'est une question qu'on lui pose, l'impact de la recherche, l'impact, et donc comment mesurer ça, mesurer le développement. C'est des questions que nos bailleurs à l'ILC et aux Nations Unies posent tout le temps. Donc ce sont des éléments de réflexion que nous engageons régulièrement. Tout d'abord, quelques éléments sur le cadre global des ODD. Et un premier point que je voudrais faire, c'est la subordination du développement par la mesure du développement. Donc, c'est peut-être les sphères auxquelles je participe et que je fréquente qui me font dire ça. Mais j'ai l'impression que ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, la dernière année, on ne parle plus que de mesures du développement et on tend à oublier le développement en tant que tel. Alors j'espère que je me trompe et que je ne suis pas dans les bons forats. Mais quand même, ce sont des énormes machines qui se sont engagées à suivre la mesure du développement. Et c'est cette mesure qui va évidemment avoir un impact et cet engagement qui va avoir un impact sur le développement en tant que tel. Et là, on est quand même avec le groupe des bailleurs qui suivent la mesure du développement. Ce sont les mêmes bailleurs de l'ILC, donc ce sont les gros bailleurs du foncier dans le monde. Et ils sont pour l'instant tous engagés dans la mesure du développement. Et je vois DFID, par exemple, la personne qui suit ces dossiers-là, il fait ça 24/24 pour l'instant. Donc je pense qu'il ne faut pas perdre de vue tout ce qui est développement et comment la mesure du développement est rattachée aux activités de développement. C'est peut-être aussi une discussion de niveau. Les activités de développement de ces bailleurs et donc du privé, etc., se font au niveau national et local, et là on est vraiment au niveau global. Mais cela a un impact direct sur les politiques publiques et la définition de ces politiques publiques au sein de ces pays. Et le premier commentaire que je voudrais faire ici, c'est l'automesure. Donc c'est très bien d'avoir transféré la responsabilité de la mesure des Nations Unies vers les pays, mais maintenant ce sont les pays, les États, les gouvernements eux-mêmes qui vont s'auto-évaluer. Ça pose question. En plus, les indicateurs sont volontaires. Bien évidemment, un pays qui ne veut pas reconnaître les droits de la femme au foncier ou qui ne veut pas reconnaître certains types ou certaines tenures du foncier ne vont pas commencer à mesurer le foncier ou vont avoir des réticences à mesurer le foncier. Donc ils vont mesurer là où ils investissent et là où ils font un bon exercice. Il y a également la question d'échelle. Donc la mesure est au niveau national, avec un enjeu évidemment global, mais est au niveau national. Dans beaucoup de pays, les bailleurs et les politiques publiques se mettent en place dans une vision de décentralisation, de territorialisation, etc. Donc la même question se pose, c'est qui va aller mesurer quoi et qui va mesurer qui. Et un dernier point qui est fait beaucoup dans les sphères académiques surtout, c'est les ODD poussent à une vision de développement en silo, des silos au niveau national. Puisque les ODD se définissent en silos, 17 silos, et puisque les gouvernements vont s'engager dans un de ces silos, elles poussent à un développement des politiques publiques et l'engagement de l'action publique au niveau des silos. Certes, même si les ODD et plus que les initiatives auparavant font un gros effort de développement, et je vous l'ai montré dans les ODD, de développement d'ODD multidimensionnels et des ODD transversaux et font un exercice de regroupement, par exemple du foncier dans les différents objectifs pour coordonner la mesure entre différents objectifs et donc devrait casser ces silos. Donc voilà, mais ça se discute et c'est un problème réel qu'on voit sur le terrain. Mais revenons à nos tomates et au foncier. Et donc la mesure, c'est le point le plus important, vous l'avez vu, la mesure n'est pas neutre, et surtout pas sur le foncier, qui est très sensible, où dans beaucoup de pays, le foncier est peu reconnu ou mal reconnu, surtout si on va au niveau des agrégés.
Et les enjeux politiques sont au niveau du processus de développement des ODD, vous avez vu mon topo, mais également dans la mise en œuvre de ces ODD aujourd'hui. Donc, je ne vais plus revenir sur le processus, vous l'avez bien compris, là où on est intervenu avec la création de cette nouvelle plateforme des Friends, des copains. Mais maintenant qu'on a identifié, qu'on a défini les indicateurs, c'est le jeu de la mise en œuvre qui va commencer, parce qu'on espère qu'elle va devenir un tiers 2, l'indicateur. Maintenant, il faut forcer la main aux statistiques nationales, aux pays qui vont intégrer cet indicateur-là dans leur mesure des ODD. Et c'est un tout autre jeu qui commence. Et c'est là l'importance entre ce jeu qui commence aujourd'hui et le jeu au sein des processus. Parce que dans le prochain slide, je vais vous montrer, au niveau technique, on n'était pas d'accord avec la Banque mondiale. Et du coup, il y avait un désaccord entre société civile, entre académiques et les indicateurs initiaux qui étaient définis. Et voilà, sans doute que les offices nationaux auraient pu retenir cet indicateur, mais qui ne serait pas représentatif, qui ne serait pas de bonne qualité ou ne représenterait pas ces nouvelles idées qui sortent des ODD. Et n'aura pas eu le support de la société civile qui est aujourd'hui nécessaire afin de forcer la main aux offices. Et c'est grâce à cette plateforme des Friends qu'on a réussi à trouver un consensus sur les indicateurs et qu'aujourd'hui, je peux dire que tout le monde, les grosses portefeuilles de type d'acteurs sont derrière les indicateurs qui ont été définis. Et je pense que c'est important parce que pour réussir à avoir 50 pays générer les données pour cet indicateur, ça va être un boulot énorme. Et tous les acteurs devront être derrière les mêmes objectifs. Et si ce n'était pas le cas, je vois mal comment l'indicateur foncier aurait pu être retenu de point de vue technique. Là, je parle des 50% de méthodologie des données au sein des pays. Donc cela me ramène au deuxième point, les enjeux techniques. Et là, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est la difficulté de mesurer le foncier, et surtout le foncier pour tous, parce que je vous rappelle que le logo donc, des ODD, c'est garantir la prospérité pour tous. Et en anglais, c'est « leave no one behind ». Leave no one behind. Et donc, c'est un gros enjeu, surtout quand on parle du foncier. Et donc là, on est vraiment sur un jeu, qu'est-ce qui est possible de mesurer et qu'est-ce qui est acceptable de mesurer. Donc c'est le jeu, l'interface politique et technique qui a été mis sur la table. Ce que notre constitution, donc société civile, ILC, l'ANDESA, académique, etc., était de dire, voilà, les ODD, l'éclatement des ODD est important pour nous afin de mieux cerner la complexité du foncier sur le terrain, afin de mieux cerner la complexité des différents membres au sein d'un ménage en ce qui concerne le foncier. C'était important d'ouvrir, d'éclater ces ODD et d'intégrer des nouveaux indicateurs qui permettent non seulement de renouveler la mesure du foncier, mais également de renouveler la gouvernance du foncier et les politiques publiques et l'action publique qui en résultera. Aujourd'hui, il y a un... On va revenir. Oh, parfait. Aujourd'hui, je vois tout le monde regarder. Il y a eu un danger. Aujourd'hui, il y a toujours le danger qu'on va limiter la mesure du foncier, qu'on va limiter les indicateurs à ce qui est disponible, aux données disponibles et aux méthodologies disponibles, et qu'on va, à cause de ça, pas renouveler la mesure et surtout pas renouveler la gouvernance foncière. Pour nous, on est dans une nouvelle ère, un temps nouveau, et l'opportunité que nous donnent les ODD est très importante à cerner si on veut vraiment que cela change
au sein des réalités d'aujourd'hui, en ce qui concerne le foncier. Le danger, c'est qu'on va limiter le tout aux données et aux méthodologies disponibles, et voilà, et qu'on va perdre l'originalité du cadre qui nous est proposé. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Les négociations avec les custodians. Les custodians ont pris la tâche de la, je veux dire, simplicité, mais de l'acceptable, et ont retenu, je vais y revenir après, une méthodologie très simple qui est certaine que les offices nationaux des statistiques pourront mettre en œuvre, mais qui après est tellement simplifiée, les indicateurs simplifiés comme titres délivrés, compte de titres délivrés, des trucs comme ça, qui ne vont pas représenter la complexité du terrain. En face, il y avait cette association de sociétés civiles, académiques, etc., mais également les bailleurs et d'autres organismes, comme UN Habitat qui poussaient pour ça, des méthodologies plus poussées et qui pourraient repousser les limites de la mesure du foncier. Concrètement, ce que proposait le premier document des indicateurs, c'était le tout premier, c'était de mesurer le foncier par les données administratives. Que sur les données administratives et surtout les données du cadastre. Je vous rappelle, l'objectif, c'est pour ça que je les ai cités, c'est proportion de la population. Proportion de la population 3 fois. Non, le dernier, c'est proportion des pays. Proportion des pays. Mais donc, si on mesure par le cadastre, c'est une mesure par les superficies. Et donc, du coup, ils voulaient corréler ça avec le nombre de personnes par hectare sur les données, sur les parcelles sur lesquelles on avait ces données-là. Alors c'était une vraie catastrophe. Une, parce qu'on allait généraliser le nombre de personnes par ménage. Deux, ça veut dire que chaque personne au sein de ces ménages a le même droit au foncier et d'utilisation de l'usage du foncier. Voilà. Après, ça s'est flexibilisé, etc. L'autre proposition, l'autre extrême, était, extrême, même si ce n'était pas trop extrême, c'était avoir des mesures désagrégées, donc des enquêtes, par enquête, inframénage, et avec du self-reporting, où chaque personne au sein du ménage pouvait rapporter, contribuer à l'enquête. On en est arrivé à un consensus, après pas mal de discussions et de consultations et de pressions, aussi par les bailleurs et cette plateforme des copains, à mettre en avant l'enquête inframénage, avec en deuxième position les données administratives dans la pire des cas. Pourquoi on n'a pas laissé la plus extrême seulement? C'est parce qu'il y a toujours le jeu politique de l'acceptation des ONS, de l'indicateur et après de la mise en œuvre. Donc eux, ils avaient le choix et qu'ils peuvent voir, voilà, dans certains pays, on pousse pour et certains bailleurs pourront mettre la pression, ou voilà, je ne sais pas. Mais ils ont toujours l'option 1, et si vraiment ce n'est pas le cas, c'est l'option 2 qui doit être retenue. Et ce n'est pas les données administratives et division par le nombre de pays. On a adapté, elle est beaucoup plus avancée. Mais donc, un jeu technique qui permet une ouverture pour les ONS de jouer un jeu d'excellence de la mesure, voire à un niveau moins élevé, mais qui est déjà une mesure un peu plus avancée du foncier. Enjeux scientifiques. Et là, c'est plutôt des enjeux sur les ODD et pas sur le foncier, même si le foncier reflète bien ces enjeux-là. Tout d'abord, la marginalisation des sciences politiques et sociales
dans cet exercice. Même si les objectifs sont multidimensionnels et même si les objectifs font un effort transversal, la complexité de définition, la pression, le temps, la technicité de mesure du foncier font qu'on est dans une obligation de simplification des indicateurs. Même si on a poussé, pour ce que j'ai appelé extrême, on en revient à des choses très techniques. Et tout ce qui est social et tout ce qui est politique disparaît. Il est difficile de mesurer tout ce qui est dynamique sociale, tout ce qui est dynamique politique à travers ces quelques indicateurs. Et quand on parle de proxys, on parle de 5 proxys. Hein, on ne peut pas faire plus parce que si on a 100 proxys pour les 230 indicateurs, on n'en finirait pas. Donc une difficulté à balancer tout ce qui est technique et social et politique. Donc une perte de dynamique sociale, une perte de dynamique politique, et qui sont nécessaires pour comprendre le foncier. Ça me ramène au deuxième point, c'est cette question d'universalité, donc ce jeu global, versus spécificité et national-local. À quel niveau on va mesurer? Et cette technicité est poussée, donc je reviens au point 1, pousser le caractère ou la nature globale de l'indicateur, encore plus le besoin de technicité et de simplification. Et donc la question se pose, est-ce que c'est le bon niveau de mesure? La semaine dernière, il y a eu le CFS à Rome, CSA en français, oui, CSA à Rome. Il y a également un panel sur les VGGTs, sur les indicateurs, les principes volontaires et sur le foncier. Et de plus en plus, il y a un appel où il y a un positionnement qu'on ne pourra pas tout mesurer avec un seul instrument et un seul niveau. Et il y a un appel à une combinaison de méthodologies, à une combinaison d'échelles pour la mise en œuvre de la mesure du développement et de la mesure du foncier. Après se posent les questions des pondérations, de l'agrégation de ces indicateurs qui devient très difficile, donc on ne sait pas, on sait difficilement faire. Évidemment, avoir différents niveaux permettrait d'intégrer plus facilement des proxys, des variables qualitatives, donc plus ancrées dans le social, plus ancrées dans le politique, de rendre les variables plus multidimensionnelles, ce qui est nécessaire pour arriver à cerner la complexité d'indicateurs comme l'inégalité, comme le foncier, comme la faim. Mais ça pousse, ce que je mets en dernier point là, c'est de repenser comment on va développer ces indicateurs, comment on va les mettre en œuvre, comment on va les mesurer. Et ça pousse à nous à repenser ce que j'ai appelé ici le nexus sciences et développement et sciences et société. Et ça voudrait dire que dans l'exercice de mesure, on intègre entièrement la société. On intègre des citoyens qui sont concernés. Et là, je ne parle pas de la recherche-action ou de la recherche appliquée, je parle vraiment de la recherche citoyenne et intégrer les gens dans le développement des indicateurs, dans la génération des indicateurs, dans la gestion des données, etc., etc. Pour conclure, un petit mot sur mon travail et sur mon travail au sein de l'ILC, donc l'engagement de l'ILC en ce qui concerne le renouvellement de la mesure du foncier. Et on essaye de combiner ces enjeux politiques, techniques et scientifiques par les données citoyennes. On développe au sein de l'ILC un instrument qu'on appelle pour l'instant l'ILC Dashboard. Je dis pour l'instant parce qu'il n'y a pas de traduction en français ni en espagnol et donc on se fait un peu critiquer, mais on doit encore trouver quelque chose de plus sexy. Et c'est un instrument de mesure citoyenne de la gouvernance foncière. Donc c'est pour répondre à ces enjeux politiques et techniques que je vous ai présentés, scientifiques que je vous ai présentés maintenant, qu'on essaye de développer cette plateforme
qui est ouverte et qu'on appelle citoyenne. Elle est citoyenne à 3 niveaux. Un, dans la définition des indicateurs. Ce n'est pas l'ILC, ou le secrétariat de l'ILC qui est basé à Rome au FIDA, qui définit les indicateurs. Ce sont des indicateurs qui existent, ce sont des indicateurs qui sont mis en œuvre par nos membres sur le terrain. Donc ce sont des indicateurs qui, a priori, reflètent mieux la situation locale, les besoins, les enjeux à ces niveaux-là qui touchent les citoyens et au niveau des agrégés, les femmes, hommes, etc. Citoyens par la génération des données. Donc on n'utilise pas que des données citoyennes parce que pour l'instant, même si on en a beaucoup, on n'en a pas pour tous les types d'indicateurs, mais de plus en plus on tend à ce que les citoyens, la population, la société civile, mais tout le monde développe leurs données. Donc ça peut aller par le crowdsourcing, et ça c'est l'exercice de la Land Matrix que vous connaissez sans doute qu'on a fait, mais également intégration d'enquêtes, inframénage que nos membres, les membres de l'ILC et les gens qui travaillent sur le foncier intègrent au sein de cette plateforme. C'est très simple, ce qu'on fait, c'est développer un écosystème de données. On a fait une enquête, quand je suis arrivé à l'ILC l'année dernière, une enquête sur toutes les données qui existent sur le foncier, les initiatives qui existent sur le foncier. Et on recueille des données sur 272 cibles, avec je ne sais pas combien de milliers d'indicateurs. C'est une richesse de données qui existe et qui ne sera pas prise en compte par les ODD, parce que les ODD se basent sur les Offices nationaux de statistiques. Notre exercice, bien évidemment, est de mais de centraliser ces données et d'en faire quelque chose de cohérent. Cohérent par rapport à la qualité, cohérent par rapport à la définition des indicateurs, de générer des données pour les indicateurs, et également cohérent par rapport au niveau de la mesure, parce qu'on a des initiatives à tous les niveaux sur tout et n'importe quoi. Donc il faut donner sens à cet écosystème qui existe. Et troisièmement, citoyen par la propriété. Donc ce sont des données qui vont être générées, qui vont appartenir à ces plateformes citoyennes. Donc ce ne sont pas des données des ODD ou des Nations Unies au niveau national, elles appartiendront à tout le monde. Ces indicateurs, là on est dans la phase de définition de ces indicateurs, pas définition de packaging, de centralisation des indicateurs, et on le voit de plus en plus lors de nos consultations, c'est qu'ils vont privilégier non pas la mesure de loi, etc., mais plutôt tout ce qui est résultat, impact et perception sur le foncier. Et on va les catégoriser à travers les 10 engagements que l'ILC a pris et qui sont également des engagements participatifs négociés avec tous les membres de l'ILC. En plus, et là une différence avec les ODD également, c'est des indicateurs qui seront centraux, donc qui seront universels, et des indicateurs dépendant du niveau à laquelle on va mesurer, qui seront périphériques et qui seront définis par les citoyens eux-mêmes. Donc c'est pour combiner tout ce qui est universalité et spécificité et permettre la combinaison de ces deux afin de mieux cerner les enjeux au niveau de mesure. Un troisième point où on est différent, c'est que ces plateformes de mesure alternatives ou de reporting alternatives par rapport au DD, mais qui, on espère, et c'est ce qu'on a entendu la semaine dernière au CSA, seront reconnus et seront acceptés par le CSA et par les ODD, seront faites l'entrée sera faite par des plateformes multi-acteurs. Donc ce ne sont pas les gouvernements seulement qui vont mesurer et gérer les données, ce sont ces plateformes même citoyennes, ces plateformes multi-acteurs, et dans lesquelles siégera la société civile, les gouvernements, le privé, etc., etc., et qui seront basées sur les initiatives existantes. Donc nous, on centralisera. Donc c'est là un peu l'exercice que nous on fait pour répondre à ces enjeux sur la mesure du développement. On n'y est pas encore. La plateforme devrait prendre forme l'année prochaine.
Mais on espère que ça va pousser un peu les limites qu'on voit apparaître à travers les enjeux scientifiques, techniques et politiques des ODD. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'on a encore une 35-40 minutes pour des questions. Et je suis encore là aujourd'hui et demain, donc s'il y a d'autres questions... Je me présente, Frédéric Courleux, je me tente à la première question. Donc je suis directeur des études d'un think tank qui s'appelle Moomagri et j'ai précédemment travaillé au ministère de l'Agriculture, notamment sur les sujets fonciers, mais à vrai dire essentiellement dans une approche évaluation des politiques publiques. J'étais chef du bureau de l'évaluation des politiques publiques. Et effectivement, le sujet des indicateurs est crucial dans la question et les méthodes et les pratiques de l'évaluation de politique publique. Il y a toujours effectivement une frustration sur le côté réducteur de la construction d'indicateurs par rapport à ce pourquoi ils sont faits. Et effectivement, on ne peut pas réduire des indicateurs, on ne peut pas réduire l'évaluation de politique publique à la construction suivie d'indicateurs. Pour autant, c'est mieux de faire de l'évaluation quand on a des données chiffrées et des bases solides. Et la construction d'indicateurs permet de solidifier ces bases-là. Donc effectivement, il peut y avoir un côté un peu frustrant, un peu réducteur dans la construction des indicateurs. Tu le transcris bien. J'adhère aussi beaucoup à ce que tu as dit sur la perception. Je pense que ce que tu as dit notamment à la fin, la perception par les acteurs eux-mêmes est très importante et il ne faut pas la négliger. Et des fois, on caricature trop et on veut une objectivité et donc on passe sous silence le ressenti des acteurs eux-mêmes, donc qui sont les cibles de ces politiques qu'on cherche à évaluer. Une des questions centrales aussi, c'est mon deuxième point sur l'évaluation de politique publique, c'est la question des seuils. Et il y a beaucoup de discussions sur les seuils. Et là, par rapport à l'indicateur 5A1 que tu as présenté, il y a une question de seuil qui se pose directement. Alors, on peut déjà penser que c'est déjà pas mal de ne pas réduire, mais bon, je pense qu'ici, on est tous convaincus de ne pas réduire seulement à la propriété, mais aussi que les droits garantis soient reconnus. Pour autant, est-ce qu'un droit, un bail de 1 an, même garantie, peut être considéré comme suffisant? Donc voilà, est-ce qu'il y a une question de seuil qui se pose là-dessus? Pareil, il faut effectivement se féliciter que les questions de genre soient traitées, mais est-ce qu'il n'y a pas non plus des questions d'intergénérationnalité qui doivent se poser? Voilà, en France notamment, il y a un grand questionnement, une grande tradition autour de la transmission intergénérationnelle des droits. Toujours en France, pour donner quelques illustrations, parce que voilà, je travaillais dans l'administration, dans l'évaluation de politique publique, et on était dans le service de la statistique du ministère. Donc effectivement, c'est des gros mammouths à faire évoluer. Voilà, c'est très très compliqué. Et juste pour donner un élément d'ambiance sur ce qui se passe en France, on a une transparence et on a une finesse dans la connaissance des marchés fonciers, des transferts de propriété. Incroyable, c'est tout, surtout, quasiment. Par contre, tout ce qui est location, c'est beaucoup plus frustrant. Voilà, j'en dis pas plus. Et enfin, parce que c'est aussi un sujet d'actualité pour nous dans nos activités, d'un point de vue sensibilité politique, il y a un terme aujourd'hui qui est majeur, qui est la question des migrations. Est-ce que dans les ODD, il y a des choses qui traitent directement de ces questions de migration? Nous, on voit au niveau du gouvernement français, même actuellement, la difficulté à faire le lien entre migration et agriculture avec la question centrale des droits fonciers. Merci de cette présentation. J'avoue que je suis un peu comme Emmanuel, j'étais un peu... étourdi par la présentation. C'est un peu comme si on m'avait présenté la machine qu'avait pu imaginer la Banque mondiale ou des grandes institutions pour occuper le plus de monde possible pendant le plus de temps possible et financer du développement qui ne pense pas beaucoup au développement, comme vous l'avez dit vous-même. Ceci dit, ce n'est pas une critique de ce que vous faites, c'est juste que plus ça va, plus les machines sont impressionnantes et affolantes en fait, autour du développement. Mes questions ne vont pas porter sur ça.
En fait, j'aimerais bien que vous nous expliquiez, peut-être plus en détail, pourquoi la société civile que vous représentez avec l'ILC est contente ou se satisfait du fait que les ODD soient éclatés. Parce qu'il me semble que même si par rapport aux OMD, il y a un enrichissement par rapport à des thèmes qui n'étaient pas présents, l'éclatement quand même attend à la simplification et à la vision par des fenêtres très étroites de questions de développement qui ne peuvent pas se contenter, enfin qui ne peuvent pas justement, comme le foncier, ne peuvent pas se simplifier à cette façon de découper et de simplifier. J'ai cru un peu comprendre pourquoi, mais pas complètement. Et puis l'autre chose, c'est que j'aurais aimé savoir qui a défini en fait les 10 objectifs dans lesquels le foncier s'insère et les 5. Parce que moi j'ai l'impression que tous les objectifs concernent le foncier. Pourquoi ces 10-là et pas tous les autres? Et qui est-ce qui a défini que le foncier devait être là et pas ailleurs? Une dernière question pour ce... Ah oui. Moi, j'étais très intéressée. C'était Marie Mélac, CNRS. Ah, oui. Oui. Donc, Martine Antona, CIRAD. J'étais très intéressée par la présentation et aussi un peu étourdie. J'aurais besoin de précisions sur les fameuses plateformes sur lesquelles vous avez conclu la présentation. Comment elles vont fonctionner? Est-ce que c'est des plateformes par pays? Est-ce que vous en avez dans 150 pays ou dans 2? Comment ça marche? Qui vous rassemblez? Enfin, quelques précisions un peu sur comment ces plateformes par pays vont marcher. Enfin, je suppose que c'est par pays. Voilà. Je vais commencer par la question de Marie, pour après revenir sur des questions plus techniques. Une machine affolante, oui, j'étais le premier à le dire, et affolant aussi par le rapport des forces que maintenant j'ai vraiment vécu au sein de cette machine, par certaines personnes. C'est souvent des individus qui gèrent, etc. Donc pour moi, c'est un exercice très intéressant d'élaboration d'élaboration des indicateurs, mais également du coup processus de politique publique. Mais une question que je me pose, surtout en ce qui concerne le foncier, affolant oui, mais sans doute nécessaire. Le retour ce que je vois, le retour vers le global et l'identification de ces indicateurs, donc vers un cadre plus global qui n'est pas un cadre défini de politique publique, mais un cadre ouvert de guides, de frameworks, etc., des politiques publiques. Et les 10 dernières années, c'est ce qu'on voit un peu partout. Et c'est le retour vers un autre niveau supra, vers le global, pour après pouvoir accompagner les politiques publiques au niveau national. Je pense que ça, en Afrique et dans l'agriculture, le foncier, ça avait commencé avec les ODM, Objectifs du millénaire, mais également avec les CADEP, avec le NEPAD, qui avait repris un niveau global pour après retourner au niveau national pour présenter un cadre, un framework dans lequel les politiques publiques et l'action publique pouvaient se redéfinir. Et on voit bien maintenant avec ce jeu des acteurs et des rapports de force au sein de cette plateforme affolante qu'aujourd'hui, comme on s'est mis d'accord sur ces indicateurs qui restent techniques et trop simplifiés, mais sans doute c'est mieux ce qu'on aurait pu faire dans ces contextes, va permettre à tout le monde maintenant de jouer le jeu au niveau national et d'accompagner l'élaboration et le suivi des ODD et du foncier au niveau national. Et on voit des nouvelles associations qui se créent aujourd'hui au sein de ces plateformes, des friends, là, les copains, etc. Et on a l'impression que tout le monde s'est maintenant mis d'accord de
de supporter, de renforcer ces indicateurs pour la mise en œuvre et, espérons-le, pour le changement de la gouvernance ou la transformation de la gouvernance du foncier au niveau national. Sur l'éclatement, je comprends ton point de vue, mais dans les objectifs du millénaire, il n'y avait pas le foncier du tout. Et du coup, si on va commencer à réduire à nouveau à 8 ou à 6 ou à 3, il y a un énorme danger que le foncier n'y apparaît pas. Donc voilà, c'est un éclatement nécessaire, c'est un peu la même réponse, un éclatement nécessaire pour pouvoir, certes, récupérer des thématiques ou des sphères de mesure comme le foncier, avec le danger après d'indicateurs simplifiés, je suis d'accord. Mais pour nous, c'est sans doute plus avantageux d'avoir l'indicateur foncier qui existe, ou l'objectif, non, il n'y a pas un objectif, mais la cible foncier, l'indicateur foncier qui existe, qui certes sera mesuré par des indicateurs trop simplifiés, mais là, il y a un travail à faire, ce qu'on est en train de faire, que de ne pas l'avoir. Et ça, c'est l'importance que l'ILC et d'autres partenaires sur le foncier jouent, et l'investissement qu'on fait pour que ces indicateurs y restent et soient présents dans la mesure par les gouvernements. Sur les 10, je ne suis pas d'accord. Le fait qu'il faille avoir un indicateur simplifié plutôt que de n'en avoir. Parce que c'est une façon pour le gouvernement d'avoir une façon simple de répondre à des questions complexes. Et ça pour moi, c'est presque leur donner la possibilité de se justifier, alors que... je voulais juste dire que je n'étais pas d'accord sur ça. Si je dis simplifier, attention, parce que l'indicateur on n'a pas encore l'indicateur précis, parce que la méthode, l'enquête, etc., n'est pas encore définie. Elle sera définie une fois qu'on est tiers de... Elle n'est plus si simple que ça. Et on a une réelle avancée sur la mesure du foncier, qui sera potentiellement désagrégé, qui inclura le genre, qui inclura l'intergénérationnel, qui inclura toutes les tenures foncières. Il y a un énorme progrès qui a été réalisé, énorme. Donc voilà, on perdrait ça, je pense que ça serait une grosse perte de ne pas l'inclure. Sur les 10, le travail des 10, ça c'est nous, c'est ce schéma-là dont vous parlez. Donc le premier cercle, non, c'est nous qui avons fait l'analyse. Certes, quand on parle, on n'arrive pas à lire, mais sur les 5 extérieurs, il y a par exemple les océans. On peut juger l'impact du foncier moindre, en tout cas moins que sur les villes, etc. Donc c'est un cercle d'influence du foncier. C'est un exercice que nous on a fait pour montrer l'importance du foncier. Et vous le dites encore plus, vous dites dans tous. Ben voilà, c'est juste cette image-là qu'on a présentée pour dire, certes, il n'y a que 3 indicateurs sur le foncier, mais le foncier est beaucoup plus important que ça. Le foncier est mentionné dans 5, c'est le premier, et est présent, en tout cas indirectement, dans 10 et en moindre dans les 17. C'est tout. Martine, sur les plateformes. Différents types de plateformes. C'est des plateformes que nous, en tant qu'ILC, mettons en œuvre. Donc l'ILC, et Mike va en parler plus sans doute, met en œuvre ce qu'on appelle les National Engagement Strategies. C'est des plateformes multi-acteurs qui sont mises en œuvre au niveau national afin d'accompagnement, le développement, négociation et développement des politiques publiques qui concernent le foncier et tout ce qui tourne autour du foncier, y compris agriculture familiale, etc. Ce sont des plateformes multi-acteurs mises en place à travers et par le support du secrétariat de l'ILC qui engagent les membres de l'ILC au niveau national, mais également d'autres membres. Ce sont multi-acteurs et dans lesquels on peut imaginer que gouvernement, secteur privé, etc. Participent. Donc le premier exercice, et là
simplicité, c'est nous qui avons choisi. On va utiliser ces 22 plateformes qui existent aujourd'hui, donc 22 pays. Il y en aura 25 l'année prochaine et 30 dans un futur proche. On va utiliser ces plateformes-là parce que c'est ILC, parce que c'est facile. Certains marchent très très bien, sont reconnus par le gouvernement, etc., etc. Donc voilà. Mais après, on a au CFS, CSA, la semaine dernière, et dans le cas des VGDTs, ils mettent également en place des plateformes multi-acteurs, ou d'autres initiatives mettent en place d'autres plateformes multi-acteurs. Une fois le pilote des 22 pays, sans doute un peu moins la première année, et puis 22 pays les années d'après, finalisé, on pourrait, et si ça marche bien, ce reporting alternative marche bien, on pourrait étendre à toute plateforme qui existe, multi-acteurs. Il est important que ça soit multi-acteurs pour garantir l'objectivité des données et alimenter les débats politiques sur la mesure du foncier et sur la gouvernance foncière. C'est un peu la même chose qu'on fait aujourd'hui avec la lande matrix. On a décentralisé la lande matrix, donc également mesure du foncier, qui sera inclus dans cet exercice, mais qui ne concerne que les transactions foncières, etc., tandis que ça est beaucoup plus important. Frédéric, je suis entièrement d'accord sur réducteur, et on ne peut pas réduire les politiques publiques à ça. Je pense que voilà. L'intégration de la perception, dont on parle beaucoup, et on a réussi à mettre la perception donc, dans le document qui est présenté à l'IAEG. Maintenant, s'il sera retenu, on ne sait pas, mais on a réussi à le mettre dedans. Donc voilà, je pense que c'est une avancée énorme qu'on a atteint. Les seuils, oui. On va voir quels sont les indicateurs retenus. Et après, on peut accompagner ça par rapport au seuil à 1 an, etc., par rapport au cadre légal. On pourrait combiner ça avec une mesure de respect ou un cadre légal existant permettant à couvrir différents seuils, etc. Donc il y a des combinaisons qu'on puisse faire pour mieux accompagner la complexité et ces différents seuils dont tu parles. Et qui intégrait ça. Et qui pourrait accompagner tout ce qui est location et d'autres types de propriétés comme l'actionnariat, la prise de part dans des sociétés, etc. Donc ils ont réfléchi à ça également. Sur la question de migration foncière, en tout cas dans les 3 indicateurs, non, ça n'y est pas. Dans les autres indicateurs, je ne pense pas non plus. Je ne pense pas que ce lien est fait dans le cas des indicateurs. Ou des ODD, pardon. Non. Pas à ce que je sache. Merci à tous pour l'invitation. En réflexion sur... la première chose, notre point de départ comme ILC est que la bonne gouvernance, c'est une gouvernance inclusive. Parce que quand on parle de gouvernance de la terre et des ressources naturelles, on parle de la vie, de l'économie, des sociétés, de tous aspects de la vie des gens qui vivent dans ce territoire. Et c'est pour ça que les cadres régionaux ou bien les cadres globaux comme les ODD, aussi on a quelques déclarations comme le UNDRIP, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. On a aussi les lignes directrices de bonne gouvernance du FAO. Ils sont tous les directrices volontaires, mais ils nous donnent il donne à tout le monde un point de référence qui peut être partagé parmi les acteurs, les parties prenantes, comme le gouvernement, mais aussi la société civile, le secteur privé. Et ce que nous avons vu dans ces plateformes nationales, les National Engagement Strategy Platforms dans ces 20 pays, et on a avec ces cadres globaux partagés, un peu plus d'ouverture. Le gouvernement me semble un peu plus ouvert à discuter les questions difficiles, les questions sensibles de gouvernance foncière. Bon, ce n'est pas dans tous les pays, mais dans quelques pays, on voit dans ces dernières années, depuis l'adoption des lignes directrices,
une volonté de discuter avec les acteurs divers au niveau du pays, les questions de la réforme foncière. Donc ça, pour nous, ils sont les bons outils. Donc, le risque, est ce que Marie a dit, que parce que notre agenda est transformatif, est vraiment transformatif. Et le risque est que nous limitons notre agenda sur les choses qui sont faciles à mesurer. Donc, notre vision est vraiment devient simple sur les choses qui sont assez complexes. Et ça, c'est la lutte que Ward a décrit a expliqué avec la Banque mondiale et les autres membres de l'ILC. Donc, le défi pour nous est comment est-ce qu'on peut utiliser ces cadres qui, oui, c'est vrai, ils ont simplifié les choses complexes. Comment est-ce que nous pourrions les utiliser pour impliquer une diversité plus grande, une diversité plus élargie des acteurs sur les questions foncières. Et ce que Ward a expliqué sont les deux grands axes de notre stratégie. L'un est d'élaborer je dis après notre lutte d'avoir les indicateurs fonciers qu'ils peuvent rester dans le cadre de ODD. Notre premier axe après ça, c'est d'essayer de désagréger les indicateurs. Donc, c'est-à-dire élaborer les sous-indicateurs. Donc, pour notre coalition, nous avons élaboré 10, nous les appelons les 10 engagements de ILC, les 10 comment on dit, les 10 areas of work, les 10 chemins plus importants pour notre membre de réaliser un agenda transformatif dans le secteur foncier. Donc, c'est-à-dire les droits de territoire des populations autochtones, les droits des femmes, la protection des défenseurs de l'environnement, tout ça. Donc, nous sommes en train d'élaborer les indicateurs pour chacun des 10 composants. Et ce que notre travail est de lier notre sous-indicateur avec les gros indicateurs simples que nous espérons d'avoir toujours dans le ODD. Et la seconde est parce que nous savons que les bureaux nationaux de statistique n'ont pas la capacité de mesurer tout ça. Et comment est-ce qu'on peut impliquer la citoyenneté, les citoyens, de s'impliquer de contribuer dans le monitoring, le land monitoring, le suivi des indicateurs fonciers. Donc, c'est-à-dire que nous ne voudrions pas être limités, nous ne voulons pas que notre réalité soit limitée par les indicateurs qu'on peut mesurer facilement. Et nous voudrions faire en fait le contraire, d'essayer en anglais, push the limits a bit, change the indicators to become the reality we want to see. The danger is we don't want the reality to be shaped by the indicators that are easy to measure, but we want to find ways of measuring the reality that we want to see. Et ça, c'est plus en plus important aujourd'hui. Parce que le gouvernement doit répondre au public dans le pays, le gouvernement bailleur. Et donc, on a ces chaînes de accountability. Pour chaque dollar qu'on dépense sur le développement. Et il faut vraiment avoir les indicateurs qui peuvent mesurer l'impact que nous avons. Et avec ça, toujours, on a le risque d'une grande simplification de quelque chose que nous savons est complexe. Donc ça, c'est l'occasion pour les chercheurs
de travailler ensemble avec la société civile, avec les organisations qui travaillent dans ce pays, d'essayer de développer les moyens de suivi, d'essayer de développer pas seulement les indicateurs, mais aussi les méthodes, d'impliquer les gens, les citoyens dans le monitoring, dans le suivi. Et bon, on est en train, c'est vraiment un défi pour tout le monde, mais on est en train, ça c'est le travail de Ward dans notre équipe. Bonne chance Ward, parce que c'est pas facile, mais c'est vraiment important. On prend un deuxième round de questions, n'importe quoi. Ouais, 1, 2 et 3, ok. Oui, je voulais revenir, Denis Pêche du CIRAD, je voulais revenir sur la question des plateformes multi-acteurs et l'hypothèse, disons, très explicite que vous faites de dire que le fait qu'il existe une pluralité d'acteurs contribuerait à l'objectivité des données. Bon, je pense que beaucoup d'exemples montrent que c'est une condition probablement nécessaire, mais pas suffisante. Hein. Et notamment, il y a eu beaucoup de travaux auxquels on a contribué ces derniers temps sur les plateformes d'acteurs non étatiques dans l'IPBES, donc sur la biodiversité, et qui montrent ce que vous avez signalé au départ, c'est qu'en fait, justement, l'existence de plateformes multi-acteurs facilite l'émergence d'acteurs individuels clés, pivots, qui sont en fait les managers de ce pluralisme, disons, formel, hein, à la fois met en relief des individus pivots et des institutions pivots, hein, qui sont à l'opposé d'une logique inclusive, on va dire. Donc il y a une espèce de paradoxe, enfin je ne sais pas si c'est un paradoxe d'ailleurs, hein, mais un point de tension entre voilà, la mise en pratique concrète de ces plateformes multi-acteurs et leur capacité réellement à prendre en compte une pluralité de visions, étant entendu que plus la diversité est grande, plus elle cherche à avoir un cadre commun, inclusif, que tout le monde partage, et donc plus on rentre dans cette logique de simplification et d'auto-exclusion, soit d'exclusion directe ou d'auto-exclusion de gens qui porteraient une vision plus complexe et plus nuancée. Oui, moi, ma question porte sur les... Comment ? Ah oui, Georges Serpentier, agronome à l'IRD, UM-ACRED. Est-ce que, oui, ma question porte sur les enjeux politiques, en fait, de ces indicateurs. J'ai pas vu, en fait, dans ta présentation, de réflexion sur la nature même de ces indicateurs. Par exemple, les 3 indicateurs que tu as montrés, qui ont été retenus, sont des indicateurs qui portent en fait sur le contrôle de la terre, sur la propriété de la terre, donc sur plutôt des indicateurs on va dire de gouvernance justement, mais je n'ai pas vu d'indicateurs sur l'accès à la terre, sur les inégalités, sur justement les concentrations. Est-ce que finalement, peu importe le contrôle, peu importe la propriété, la vraie question c'est qui a accès à quoi ? Si tu peux avoir plein de propriétaires qui sont des micro-propriétaires et quelqu'un qui vient sans avoir de garantie qui occupe tout l'espace. C'est très facile. Enfin, c'est ce qu'on voit avec d'ailleurs les gens qu'on appelle des accapareurs. Donc, est-ce que finalement ces indicateurs que vous avez retenus ne sont pas en fait l'expression d'un certain libéralisme ou d'une vision un peu individuelle du contrôle? Est-ce qu'elle traite des vrais problèmes en fait? Moi, c'est la question que je me pose. Moi, je travaille sur les bas-fonds où justement il y a des groupements qui essaient de remettre en question justement le contrôle individuel dans le but que peut-être plus de gens aient accès aux terres, que tout le monde ait accès relativement, un accès relativement équilibré, on va dire, sans pour autant, et puis qu'il n'y ait pas de terres inoccupées, quoi, tout simplement. Donc là, on serait dans des indicateurs d'accès et pas des indicateurs de propriété, quoi. Merci. Jean-Pierre Chauveau, en socio-anthropologue IRD. De ce qui est dit, qui est fort intéressant, bien évidemment, et très révélateur de ce qui est dit, moi, ce que je retiens
de ce qui est dit justement sur le foncier, c'est la question de la sécurité, de la sécurisation, et ça c'est l'axe central. Or on sait que s'il y a une notion, s'il y a un concept dont il faut respecter la complexité, c'est ça. Et ça me fait penser, et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec l'intervention de Marie Mellac, il y a des moments où il vaut mieux ne pas intervenir, ne pas essayer de connaître par une distorsion en quelque sorte de la réalité, voilà, j'attire votre attention sur le fait qu'en focalisant tout sur la sécurisation, vous tombez sur la question piège, hein, et que vous risquez à tout moment de tomber dans le travers qui consiste à vouloir tout formaliser et à ne pas reconnaître l'informel. Hein. C'est une chose de dire qu'on le sait, et c'est autre chose de dire on ne l'évite pas. Parce qu'on sait que par ailleurs, il y a de telles pressions, notamment des tutelles, pour formaliser de la manière la plus propriétariste possible. Hein, quand on sait que la Banque mondiale, quand même, finance, enfin le programme, c'est pas business first, mais enfin presque, c'est doing business, par exemple, etc. Quand même, on rêve un peu, quoi. Voilà. Non, je vais rester là, parce que ça serait... C'est petit. Merci. Donc c'est à nouveau Marie Mellac. Je ne suis pas chercheur au CNRS, mais je suis universitaire, Université Bordeaux-Montagne. Ma question, elle rejoint la première qui a été posée, et elle est courte, elle est un peu technique. Vous avez dit à un moment donné que vous allez mettre donc des données sur les plateformes pour qu'elles appartiennent à tout le monde. Je suppose que ça va être du coup des données en libre accès disponibles pour tout le monde. Mais on sait bien que le libre accès ne garantit pas le fait qu'il y ait véritablement un accès. Et pour avoir un peu travaillé sur des données foncières, moi, il me semblait qu'elles circulaient en fait finalement relativement peu et pas auprès de tous les acteurs. Et je voudrais savoir si vous avez pensé à des dispositifs pour regarder en fait l'efficacité, ne serait-ce qu'en termes de circulation de ces données, qu'est-ce qui les mobilise ou non finalement. Denis, oui, plus d'acteurs peut casser la participation et on le voit dans les plateformes multi-acteurs, y compris dans les nôtres. Dans les notes de l'ILC et du VGGTs. Pour éviter cela, on a quand même d'activités de suivi de ces plateformes au départ, avec la mise en place de plans d'engagement. National Engagement Strategy, c'est le plan d'engagement avec le gouvernement, etc., mais également engagement de tous les acteurs présents au sein de ces plateformes. Et après un support par nous avant que l'ILC ou le secrétariat se retire entièrement dans tout ce qui est accompagnement de ces plateformes. Donc afin d'accompagner et d'éviter ces difficultés dont tu parles, quand même un accompagnement de notre part au départ. Cela ne veut pas dire que ces plateformes marchent bien et qu'il y a participation et surtout qu'il y a impact sur la construction des politiques publiques. Mais pour nous, c'est la porte d'entrée la plus pertinente en ce qui concerne la mesure des données. Et je pense que là, on commence à réfléchir sur la mise en œuvre du dashboard, etc. Qu'on a quand même une entrée qui est plus reconnue par les différents acteurs par rapport aux ODD et les d'autres initiatives de monitoring du foncier qui existent. Parce que j'ai parlé des ODD, j'ai parlé du dashboard, il y en a plusieurs, il y en a 5 ou 6. Il y a celui de UN Habitat et de GLTN qui s'appelle GLI, Global Land Indicators Initiative. Et qui, eux, on le voit bien, n'ont pas fait cet exercice de réflexion d'entrée au niveau national et se retrouvent aujourd'hui comme des indicateurs qui flottent
etc. Les ODD ont la facilité parce que les offices nationaux de statistiques sont derrière, les gouvernements sont derrière, c'est les Nations Unies. Ces autres initiatives sont là au milieu de nulle part. Et c'est un forcing par bailleur ou un forcing par initiative, par projet qu'on met en place ces initiatives de mesure. Donc ce n'est pas parfait, ce n'est pas idéal, mais c'est pour nous une entrée légitime et qui, a priori, pourrait mener à certains résultats. Georges, concentration, inégalité, etc. Entièrement d'accord. Et tu pointes du doigt les liens avec ce libéralisme du contrôle, etc. Par contre, accès à de la terre y est. Donc, je ne vous ai pas donné les proxys parce qu'on ne les a pas. Je peux pas vous les donner. Il y en a que je n'ai même pas encore vus sur 5 à 1, etc. Oui, 5 à 1, je ne les ai pas vus. Donc, sur 1.4.2, j'ai certaines propositions qui vont passer au IAEG. Je ne les ai pas, donc je ne peux pas encore les présenter. On est vraiment au début. Même si on est déjà loin dans le cycle des 15 ans, on a déjà fait 2 ans là presque, on est encore au début de définition. Donc je ne pouvais pas encore les présenter. Par contre, l'accès à la terre et à certaines ressources liées à la terre est intégré ou fait partie des indicateurs, des proxys proposés. Donc il y a vraiment... Pardon ? Oui. Non. Ouais. Oui, certes, mais ils font partie des... Certes, mais on fait partie, donc terre non reconnue, etc., fait partie des différentes tenues intégrées dans les différents indicateurs. 1.4 et 5A1. Donc oui, voilà, l'informel, donc il est présent, mais également ce qu'on a réussi, c'est ce que Frédéric a souligné, on a réussi à intégrer dans les proxys un proxy perception. Et donc là, c'est perception sur toute tenure, donc informel, formel, urbain, etc., dans les squatter camps de Johannesburg, etc. Donc la perception inframénage, donc femmes, intergénérationnelles, etc. Donc, certes, il y a dans les pays où l'informel, où les terres non reconnues restent dans l'informalité, on essaye de mesurer à nouveau la sécurisation ou en tout cas la perception de la sécurité à travers cet indicateur de perception. Certes. Oui, non, d'accord. Non. Sur les dispositifs de suivi sur des plateformes, oui. Ça, on le fait avec les plateformes accès ouvert qu'on a, comme la Landmatrix. On peut dire qui utilise, à quoi on servit, etc. On le suit de très près. Ça permet également de mieux développer nos plateformes et ces instruments d'accompagnement, d'élaboration des politiques publiques et de ces plateformes multi-acteurs. On suit ça de très près. Et il y a énormément d'instruments qui permettent de dire où était l'utilisation, à quoi, etc. Et qu'on met en œuvre. Donc oui, on suit très bien qui et pourquoi sont utilisées ces données. Bon, tous les défis qui ont mentionnés sont vraiment sur l'agenda de notre membre. La plupart de notre 200 membres dans 65 pays du monde ont une vision de gouvernance foncière
élargie et les questions de concentration, les questions d'accès non seulement à la propriété foncière sont très importantes pour eux. Donc pour nous, la réussite ici avec les ODD, c'est surtout la recognition que la gouvernance foncière est fondamentale pour l'agenda de développement global. Et nous voudrions utiliser cette recognition, nous voudrions utiliser cette porte ouverte pour approfondir dans notre travail ces questions. Donc, c'est-à-dire que nous utilisons ces 3 indicateurs très simples, très superficiels, pour essayer d'introduire aussi les autres indicateurs. Et un indicateur sur la concentration de la terre est certainement dans notre agenda. Donc, c'est-à-dire que ce que nous avons vu est depuis les Millennium Development Goals jusqu'à ici, on a vu maintenant ce qui était complètement absent. La foncière n'était pas dans les Millennium Development Goals. Il est là maintenant. Et comment est-ce qu'on peut utiliser, même si la porte n'est pas complètement ouverte, un peu ouverte, comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour élargir le débat et le dialogue sur le foncier? Juste 10 secondes. Pour compléter ce que Mike a dit et la réponse de Georges. Concentration, inégalité, etc., qui sont moins visibles dans les ODD, c'est également l'objectif du dashboard. L'objectif du dashboard est d'intégrer ces différentes variables que nous, vous, surtout les membres de la société civile et des protagonistes qui travaillent sur le foncier, mettent en avant comme importants. Et ces indicateurs-là sont retenus par le dashboard. On voudrait faire, et c'est le grand jeu la semaine dernière au CSA et VGTs, et je pense qu'on a fait un grand pas en avant, parce que les custodians et la FAO, etc., les grands partenaires qui font le suivi du foncier, ont accepté cet écosystème de données. En plénière, ils ont dit que cet instrument des ODD, que la Banque mondiale, avec ces personnes de la Banque mondiale avec leur méthodologie restreinte, ils ont accepté qu'on ne pouvait pas tout mesurer avec un instrument à un niveau. Et donc, ils ont accepté que cet écosystème de données et de méthodologie soit intégré au sein de... Ça ne sera peut-être pas une plateforme, mais que ces différentes plateformes de mesure existent. Et je pense que là aussi, c'est un énorme pas en avant que l'acceptation du foncier dans les ODD nous a permis de faire. Maintenant, c'est à nous de faire le travail à l'ILC, mais avec tous, avec nos membres et avec tous les autres, que ces custodians, etc., acceptent aussi ces autres types de données et ces autres types d'indicateurs qui vont nous permettre d'ouvrir à la complexité du foncier qui existe.